Bonjour à tous, je suis Thomas Rebibo, expert en optimisation commerciale. Dans ce podcast mensuel, nous allons aborder les différentes clés permettant d'entreprendre et de réussir un business. Aujourd'hui, pour cette première, j'ai le plaisir d'accueillir Ulrich André, expert en accompagnement de dirigeants. Bonjour Ulrich. Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le sens du business. Ok, donc Ulrich, écoute, déjà, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Voilà, si t'es là aujourd'hui, c'est pour une raison en particulier, c'est qu'on a décidé, voilà, en co-construction, on va dire, en co-décision plutôt, de choisir un thème spécifique pour ce premier podcast, qui est le pourquoi offrir une expérience consommateur efficiente. Aujourd'hui, on est d'accord sur un sujet qui est primordial pour les commerces, pour se démarquer. Est-ce que toi aujourd'hui, là, tu pourrais, là, sur l'instant, en quelques mots, nous expliquer et expliquer bien sûr aux auditeurs qui nous regardent, pourquoi aujourd'hui il est important de rentrer dans cette démarche auprès des consommateurs? Aujourd'hui, dans un contexte où les attentes des consommateurs évoluent énormément et que la technologie évolue également, l'expérience client devient essentielle en tout cas et doit être exceptionnelle pour rendre son entreprise pérenne et durable. Et ce qui est important aussi, c'est au niveau des commerces, au niveau des points de vente, c'est que le client puisse vraiment faire la distinction entre une expérience tout à fait banale, on va dire, à une expérience totalement inoubliable. Et effectivement, à travers toutes les interactions, il est important en tout cas dans les entreprises de savoir s'adapter, d'innover et surtout de placer la satisfaction du client au centre des préoccupations de tous les acteurs de l'entreprise. Tu as parfaitement raison. Et alors, moi, tu sais quoi, ce que je te propose, on va faire un petit jeu, tu sais, un peu en mode combini, tu sais. Okay. On va nous poser en fait différentes questions, et puis on va répondre le plus spontanément possible. Et d'ailleurs, en fait, ça nous permettra d'avoir de la matière pour pouvoir peut-être rentrer en débat si on est en désaccord, parce qu'on connaît pas les questions d'avance. Donc c'est un peu le jeu en même temps. Donc voilà, comme ça, on va pouvoir rentrer éventuellement en débat, ou sinon appuyer le pourquoi nous sommes d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça me va. Écoute, c'est parti. Investir dans la fidélisation des clients existants ou dans l'acquisition de nouveaux clients? Clients existants. Nouveaux clients. Faut-il privilégier la qualité des produits ou la compétitivité des prix pour attirer les clients? C'est compliqué. Allez, comme ça, chaud, qualité. La compétitivité des prix. Les stratégies de vente en ligne sont-elles plus efficaces que les ventes en magasin physique? Indéniablement non. Plus efficace en ligne. Les programmes de fidélité sont-ils toujours pertinents dans un paysage commercial en constante évolution? Non. Oui. Peut-on suivre des formations terrain et pratiques sans avoir eu de formation théorique? Bien sûr. Totalement oui. Ok, écoute, je vois qu'on est déjà en désaccord, on va dire, sur certains points. Mais c'est super parce que ça va être très intéressant en fait de partir dans ce débat-là. Ce que je te propose, c'est qu'on va partir directement sur la première question, parce que d'ailleurs, c'est la première à laquelle on était en désaccord. Ouais. Sur le côté importance d'offrir n'importe quoi, d'investir dans la fidélisation des clients existants et ou dans l'acquisition de nouveaux clients. Donc toi, tu m'as dit que tu étais un partisan d'investir dans les nouveaux clients? Dans l'acquisition de nouveaux clients. Alors là, il va vraiment falloir que tu m'expliques pourquoi. Tout simplement parce que les clients que tu as aujourd'hui, ça reste potentiellement du récurrent. Et ce qui est important pour gagner de la part de marché, c'est d'aller chercher des nouveaux clients en fait. Ces nouveaux clients qui vont vraiment être créateurs de valeur. Les anciens, c'est une chose, mais en tout cas, les nouveaux vont vraiment découvrir tes intentions, tes axes stratégiques, vraiment toute ton offre. Et donc, ce qui va être important, c'est de les amener à justement venir vers toi, venir à la rencontre de ce que tu proposes et qu'ils puissent le vivre concrètement, alors que les autres sont déjà acquis, j'aurais tendance à dire. Alors sur ce sujet, je peux pas te donner tort sur la base de tes réponses. Okay. Je peux pas te donner tort effectivement parce que c'est important de gagner des parts de marché. Cependant, moi la nuance en fait que j'ai fait dans cette question-là, c'est aujourd'hui, il est extrêmement compliqué de garder un client fidèle à son magasin. D'accord, au vu du marché hyper concurrentiel qu'il peut avoir, sans parler du marché en ligne, d'accord, je te parle vraiment que de la partie, ne serait-ce que structure de vente, si on prenait, on va dire, les commerces, d'accord. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important de mettre énormément de plans d'action en place, afin de pouvoir maintenir ces clients déjà existants pour éviter qu'ils soient extrêmement volatiles. Tu sais, il y a quelques années, la moyenne des visites de magasins par consommateur, on était sur du 3,5 à peu près.
3,5 magasins par consommateur. Aujourd'hui, ce chiffre-là, il a plus de doublé. C'est-à-dire qu'on le voit dans les statistiques que les consommateurs sont extrêmement volatiles. Donc, ça rejoint ce que je te disais sur l'importance de garder aujourd'hui une stratégie pour pérenniser, on va dire, cette clientèle déjà existante. Sans mettre de côté, bien évidemment, ce que tu as, et là, là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec toi, sans mettre de côté le fait de mettre en parallèle une stratégie d'acquisition de nouveaux clients. En fait, je pense que les deux sont complémentaires, tu vois. Alors, les deux sont effectivement complémentaires, mais dans la question, tu me disais, est-ce qu'il était plus important d'investir ? Et donc, à mon sens, donc on parle d'investissement, donc c'est-à-dire de la projection, d'anticiper un petit peu le futur. Les clients actuels, tu n'empêcheras pas, s'ils ont envie d'aller ailleurs, ils iront ailleurs, en fait. Donc, parce que tu sais qu'il y a cette possibilité-là, vaut mieux que tu investisses sur le recrutement de nouveaux clients pour justement faire en sorte que tu te prépares à des possibilités où les clients iront ailleurs. Oui, mais alors après, si je pars sur ton point de vue, en termes d'investissement, on va parler d'investissement temps et bien évidemment d'investissement financier aussi. Oui. Ça va sans dire. Oui. L'investissement financier, aujourd'hui, on sait que ça coûte 2 fois ou 3 fois plus cher de récupérer un nouveau client, contrairement à fidéliser un client. Donc là, en fait, tu vas multiplier par 3 ton investissement pour avoir des nouveaux clients, mais sans obligatoirement avoir du résultat derrière. Alors que maintenir au final des clients, ça peut être via un programme de fidélisation, ça peut être via des offres promotionnelles, ça peut être par le fait que tu te démarques d'un point de vue produit ou service que tu proposes. Et bien évidemment, ça va aussi être en lien avec l'expérience consommateur que peut faire vivre la force de vente dans le commerce. Donc, si on parle ne serait-ce que de l'expérience consommateur liée à tous les services, les programmes de fidélisation ainsi que les forces de vente. Là, est-ce que tu pourrais me répondre sur le fait que ça coûte énormément d'argent ou pas de mettre ces plans d'action en place? Il y a une part effectivement d'investissement à avoir pour garantir le maintien de cette clientèle que tu as. Et il y a un moment donné, encore une fois, j'insiste sur cette notion de part de marché ou de croissance de l'entreprise. Il faut aussi investir pour la croissance de son entreprise. Donc, pour le meilleur moyen, c'est le recrutement de nouveaux clients pour cette croissance de l'entreprise. En soi, on est d'accord sur la conclusion, sur le fait que les deux stratégies doivent être mises en place pour pouvoir gagner des parts de marché, comme tu l'as très bien dit, mais aussi garder les clients actuels fidèles, les maintenir dans cette fidélisation pour faire face à la concurrence qui est aujourd'hui totalement démentielle. Ouais, totalement. Écoute, tu me tends une perche en fait là sur la seconde question sur laquelle on était encore en désaccord, mais je vois que ça commence bien ce premier podcast, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc la question c'était, faut-il privilégier aujourd'hui la qualité des produits ou sinon la compétitivité des prix pour attirer les clients? Donc on revient en fait sur la question initiale de investir dans l'acquisition de nouveaux clients ou fidélisation clientèle existante. Oui. Alors aujourd'hui, toi, tu as un positionnement, encore une fois, qui est différent du mien. Donc toi, tu étais plus axé, tu m'as dit, sur la partie compétitivité de prix, hein, c'est ça? Alors pour quelle raison? La situation actuelle nous le confirme, en fait. Aujourd'hui, avec le contexte d'inflation, on voit bien que le prix est un sujet, en fait. Ils sont sensibles au prix, d'autant plus dans ce contexte inflationniste, en fait. Et donc, à un moment donné, une entreprise doit vraiment avoir, en tout cas dans un positionnement prix, une stratégie prix claire, précise et attractive. Donc après, ce prix-là peut être amené de différentes manières. Ça peut être le prix effectivement sur des produits classiques, standards et ainsi de suite. Ou ça peut être aussi par un mix vente en fait, à travers les promotions, faire en sorte d'attirer les clients sur des promotions à réaliser. Mais en tout cas, c'est vraiment un sujet capital en tout cas pour le positionnement aussi de la marque en fait. Ok, donc si tu parles de la grande distribution alimentaire, sur ce sujet-là, je vais te donner raison. Au vu du marché inflationniste qu'il y a pu avoir et des augmentations de prix qui ont été démentielles sur ce marché-là, sur des produits de consommation courante, là, je vais te dire, ok, je suis d'accord, mais alors à 100% avec toi. Par contre, si tu prends des magasins qui sont plus spécialisés, comme tu sais, des GSS, quoi, d'une manière générale, ça peut être je sais pas moi, du Célio, du Jules, du Brice, du Conforama, Darty Boulanger, etc. Tous les magasins qui sont spécialisés. Là, au niveau stratégie qu'ils sont en train de mettre en place de plus en plus, c'est d'essayer de jouer un maximum sur la qualité des produits pour, tu sais, le côté, on va dire, RSE des entreprises. Et aujourd'hui, en fait, cette mouvance-là que les entreprises sont en train d'appliquer de plus en plus, parce que la partie écologique, on est d'accord, elle est plutôt
importante aujourd'hui, hein, c'est un sujet d'actualité. Les consommateurs sont de plus en plus impliqués aussi là-dedans. Ouais. Donc, effectivement, il y a ce côté inflationniste, marché inflationniste, qui a fait qu'aujourd'hui le panier moyen a baissé, il y a le pouvoir d'achat qui a baissé d'une manière générale. Cependant, les consommateurs sont quand même dans une démarche, tu vois, de recherche, les avis sur Internet. Est-ce que c'est de la bonne qualité ce produit-là ou pas, technologiquement, est-ce que ça me correspond réellement? Il va beaucoup moins avoir, tu sais, d'achats d'impulsion, beaucoup plus d'achats réfléchis, mais liés maintenant plus à une côté qualité et durabilité du produit dans le temps, plutôt que c'est uniquement le moins cher. Ok, le truc il est à 50 balles, le produit qui est à côté il est à 150. Oui, mais en fait, aujourd'hui, le consommateur qui voit le produit à 150, il va chercher à comprendre pourquoi il est à 150, est-ce qu'il me correspond parfaitement. Donc, il y a beaucoup moins, tu vois, ce côté impulsion, mais plus de, ok, si j'investis 150, ça va me durer 2 ans, mais 15 ans. Donc, en fait, en 15 ans, mes 150 balles sont largement rentabilisées par rapport au produit que j'aurais acheté à 50 balles. Ouais, je te rejoins, mais est-ce que ça veut dire que je vais l'utiliser pendant 15 ans? Là, tu parles à un acheteur compulsif et un gars qui change son matos régulièrement. Okay. Tu vois, je vais te raconter une petite anecdote. Il y a 3-4 ans, j'ai investi dans un matériel home cinéma. D'accord. J'ai pris matériel clip, tu vois, des références qui s'appellent les MK2, je sais pas si tu connais. Non, pas spécialement. T'es pas trop cinéma? Non. Je te ferai tester à la maison. Okay. Et j'avais longuement réfléchi, tu vois, quel matos prendre, mais ma motivation d'achat première, c'était le rapport qualité-prix. D'accord. Mais là, on parle d'il y a 4 ans, d'accord, 4-5 ans. Et aujourd'hui, ça fait que 4-5 ans que j'ai acheté, hein. D'accord, c'est super récent pour un home cinéma, avec ampli, enceinte, il y a un 7 points qui remplit une pièce, etc. Okay. Et aujourd'hui, je suis en phase de réflexion pour pouvoir changer d'ampli et faire évoluer mon setup. D'accord, ok. Pourtant, j'ai investi, là on parle de 4 000 € investis, tu vois. Ce qui est pas, pour mon budget en tout cas, ce qui n'est pas rien. Okay. Tu vois. Et là, ça fait que 5 ans. Et je suis en phase de dire, ok, alors là, il va falloir que je l'investisse. Ouais, mais alors, par contre, d'un point de vue budget, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, en investissant plus, je vais avoir quelque chose avec un meilleur rendu, aussi de réputation de meilleure qualité, de durabilité dans le temps, etc. Là, ne serait-ce que l'ampli que j'ai repéré, il est à 2500. Ok. Donc, c'est 60% de ce que j'avais investi initialement. Ouais. Tu vois? Et les enceintes, je te parle même pas des prix parce que c'est du grand n'importe quoi. Donc tu vois, aujourd'hui j'ai eu une évolution moi au niveau dans mon mindset, j'ai eu une évolution au niveau de mes motivations d'achat, de mon processus d'achat. Ouais. Et je suis beaucoup plus orienté qualité produit et surtout de cette qualité, qu'est-ce qu'elle va m'apporter sur du long terme. Et aujourd'hui, les vendeurs et les gérants d'entreprise que je peux accompagner, je vois qu'on est un peu tous dans ce mindset-là et ils me ressortent exactement la même chose concernant leurs clients. Tu vois, là, les derniers là, que j'ai accompagnés, c'était des opticiens. D'accord. Et ils ont un positionnement de prix qui est, on va dire, moyen haut de gamme, tu vois. Okay. Et ils me disaient qu'aujourd'hui, d'un point de vue qualité de verre, je parle pas des qualités de monture, il y avait beaucoup plus de clients qui prenaient des options pour augmenter le confort et la durabilité pour essayer de changer le moins souvent de lunettes. Alors là, on parle des opticiens. Ouais, bien sûr. D'accord. Ouais. Tu vois, donc dans cette ambiance-là que je viens de t'expliquer, T'es toujours axé, toi, sur le côté attiré par les prix uniquement? Ce que tu viens de décrire, c'est clairement la stratégie des marques aussi, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les marques sont en train de repenser leur positionnement. Donc, et la plupart des marques que tu as mis en avant, alors après, moi, je connais rien sur la partie tech et ainsi de suite, mais la plupart des marques que tu mets en avant, elles sont en train de repenser, se repositionner, mettre en place des marques premium et d'affirmer un peu plus ce positionnement-là. Et en mettant en avant quoi? En mettant en avant justement la qualité. Ah bah donc t'es d'accord. En principe, je suis d'accord avec toi, sauf qu'à un moment donné, elles surfent sur une tendance actuelle de dire oui, les clients sont à la recherche de qualité, de durabilité et dans des démarches RSE et compagnie, oui, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, il y a une réalité quand même économique, c'est est-ce que j'ai les moyens de m'offrir ce produit-là, ce service-là? Il y a d'un côté les stratégies de marque et leur positionnement prix par rapport à leur stratégie de marque. Derrière, le travail de notoriété. Tu as parlé des avis Google et ainsi de suite. Le travail de notoriété, en tout cas, qu'elles doivent mettre en place et comment elles traitent aussi cette partie-là. Ensuite, il y a le positionnement des vendeurs pour mettre en avant la création de valeur de ces produits-là
et de faire oublier le prix au client. Maintenant, une chose est sûre, c'est que l'attrait initial va être le prix, l'attractivité prix. Et après, derrière, la différence, ça va se faire dans le magasin, physiquement, et auprès des vendeurs et auprès des équipes, en fait. Ouais, mais là, tu rentres dans une problématique, tu vois, c'est quelque chose, ça m'anéantit le cerveau. Mais littéralement. C'est que, Je pensais pas que j'avais cet effet. Non, mais c'est que tu rentres, en fait, dans une problématique qui est inhérente, en fait, à la société actuelle, sur le fait que les commerces, d'une manière générale, depuis, alors on parle de quelque chose qui s'est mis en place il y a 15-20 ans, d'accord? Ouais. Mais aujourd'hui, qui fait partie des mœurs, en fait, des consommateurs, qui est l'éducation que les commerces ont inculquée aux consommateurs, le fait d'être uniquement basé sur une tarification. Ouais. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut changer. Et c'est un travail qui est collectif. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que le mindset des consommateurs puisse évoluer et que les entreprises accompagnent les consommateurs dans cette évolution de pensée. Sur le fait d'arrêter de penser uniquement sur l'attrait tarifaire, comme tu l'appelles, mais de les accompagner sur le juste prix. Ouais. Le juste prix à mettre dans un produit sur, encore une fois, le lien avec la RSE, sur la durabilité du produit, sur le fait que ça va répondre parfaitement à tes attentes, toi, consommateur, et que tu fais un investissement au même titre que tu achètes une maison. Ouais. T'achètes pas une maison pour 1 an, pour 2 ans. Non, mais bien sûr. Mais ça, c'est un investissement, effectivement, où tu sais que c'est dans la durée. Hein. Et ben alors. Ça, il y a déjà exactement. Cette idée-là, elle est déjà dans les mains. Et ben, c'est exactement, en fait, ce mindset-là qu'il faut essayer, en fait, d'inculquer, aux consommateurs sur les produits, en fait, du quotidien. Alors, oui. Un lave-linge, un sèche-linge, un téléviseur, etc. Toi, mais il y a tellement d'acteurs sur les différents marchés que ça rend compliqué les choses. C'est-à-dire que faire changer le mindset des consommateurs, c'est une chose, mais avant tout, il faudrait peut-être faire changer le mindset des industriels et des fabricants et ainsi de suite. Donc, alors, on vous parle à vous, gérant du 440. On peut aller très loin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Mais en fait, là, tu vois, on soulève un problème de société. Oui, ouais, complètement. Sociétale. On est d'accord. Et qui est, en fait, c'est une responsabilité commune, tu vois. Il y a une responsabilité des industriels, comme tu disais. Il y a une responsabilité de la part du consommateur, de la part des gérants, des investisseurs, etc. Et en fait, c'est un problème sociétal. C'est clair, mais sauf qu'à un moment donné, il n'y a qu'une réalité. Nous, dirigeants, ce qui nous importe, c'est surtout de faire du business rentable. Donc, à court terme, il y a effectivement la vision à moyen et long terme que tu peux avoir, où je te rejoins. Par contre, à court terme, il n'y a qu'une réalité, c'est faire du business rentable. Bon, en conclusion de tout ça, c'est pas à nos deux cerveaux qu'on va réussir à résoudre cette problématique qui est assez monstrueuse quand même. Ouais. Non, par contre, ce serait intéressant que vous, auditeurs, vous puissiez me mettre un commentaire sur l'avis que vous pouvez avoir sur cette question. C'est quand même un sujet de fond qui mérite d'être abordé. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire et comme ça on se permettra aussi de pouvoir répondre et d'agrémenter, on va dire, ce sujet qui est intéressant aujourd'hui. Je vais revenir sur une chose que tu m'as dit tout à l'heure sur la partie expérience en magasin. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Parce que je sais où tu vas revenir. Écoute, je me suis dit, est-ce qu'il l'a chopé? je l'ai chopé. Parce que toi, dans les questions que les caméramans ont pu nous poser, tu disais que la stratégie de vente en ligne, elles sont aujourd'hui plus efficaces que l'expérience qui est l'expérience vécue par les consommateurs grâce aux forces de vente. Moi, sur cette partie-là, en vue de expert en optimisation commerciale, dédié force de vente, etc., c'est quelque chose, tu vois, ça peut très vite me faire monter en pression, donc fais attention à ce que tu vas répondre. Alors, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus, parce que je pense que ce sujet-là, il peut être super intéressant avec ta vision entrepreneuriale. Je vais partager avec toi une expérience où j'ai accompagné une grande enseigne, qui donc il y a maintenant une quinzaine d'années. On peut pas dire le nom? Non, on va éviter. Non, okay. On va éviter. Et qui se posait la question justement ou non d'être présent sur du e-commerce. Ouais. Ce qui pour moi était un non-sens en fait de se poser la question est-ce que je suis présent ou pas présent. Le commerce évoluait. Le e-commerce était en place et d'un point de vue stratégique, il n'y avait pas de raison de ne pas être présent sous cette forme de commerce. Ça reste du commerce. Et après, dans la notion par rapport le questionnement qui était en place, c'était oui, mais le client, il va en achetant en ligne, il ne va plus être attaché à la marque et finalement va consommer moins.
Donc effectivement, en les accompagnant et en mettant en avant les arguments et les avantages à l'être, on a pu démontrer l'intérêt réel, en tout cas, de le e-commerce apporte une réelle valeur ajoutée, puisque le même client, va acheter plus. Finalement, même s'il achète en e-commerce, il ne va pas faire que ça. Il va acheter plus puisqu'il va acheter en e-commerce et il va venir physiquement dans le magasin. Donc ça, c'est une chose. Et d'un point de vue coût, fondamentalement, ça coûte moins cher de développer le e-commerce que de pousser sur cette partie vente physique uniquement. Donc c'est en cela où moi je dis que c'est plutôt efficace. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout faire de physique. Je ne suis pas en train de dire ça non plus. La question. Oui, et puis là, tu parles d'une expérience que tu as vécue il y a 15 ans. Oui, tout à fait. Donc il y a 15 ans, c'est là où il commençait réellement à avoir la démocratisation, on va dire, du e-commerce, etc. Oui. Où ça a commencé, en tout cas, l'émergence était présente à ce moment-là. Aujourd'hui, dans la stratégie de chaque entreprise, aujourd'hui, on est sur de l'e-commerce. Il y a du e-commerce en complémentarité de la partie force de vente. Oui. Maintenant, la question précise, c'est est-ce que les stratégies de vente en ligne sont-elles plus efficaces que les stratégies mises en place via les forces de vente directement dans la surface de vente? Et là, tu vois, moi, sur ce point-là, c'est que je me positionne. Encore une fois, j'ai parlé en tant que client, d'accord? Je ne parle pas en tant qu'expert, mais en tant que client. J'ai essayé de faire un parallèle. Si je rentre dans un magasin et que j'ai une expérience client qui est dégueulasse, et quand j'entends expérience client dégueulasse, je parle même pas de comment il a agencé le magasin, des différents services qu'il peut proposer. Là, moi, je suis très axé, et là, c'est une déformation professionnelle, je suis très axé force de vente. C'est-à-dire que je rentre dans le magasin, et c'était déjà arrivé, tu rentres dans un magasin, t'as pas un seul vendeur qui te dit bonjour. Ouais, bien sûr. Ça me monte en l'air. Ouais. Ça me monte en l'air. C'est-à-dire que je fais demi-tour direct. Le premier, il me dit pas bonjour. Le deuxième, le troisième, c'est trop, je me barre. Ça, tu vois, c'est l'une des choses qui me font acheter sur Internet. Mais sur le même site. Ouais, ça marche. Ou sinon, le vendeur, où je me positionne en tant qu'expert face au vendeur, alors que c'est lui qui devrait se positionner en tant qu'expert. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fait faire demi-tour dans un magasin. C'est déjà arrivé plus d'une fois où je me retrouvais dans la situation où j'étais plus expert que le vendeur. Et puis, à cause de ça, malgré que le produit me convenait à 1000%, je ne l'ai pas acheté. Et je suis parti dans un autre magasin où je l'ai pris online. Ouais, mais donc tu vois bien qu'à un moment donné, il y a quand même l'efficacité. Tu es allé chercher l'efficacité à travers la vente en ligne. Et j'ai été chercher initialement l'efficacité par la force de vente que je n'ai pas trouvée. Voilà, et c'est pour ça en fait que je te dis qu'aujourd'hui la stratégie de vente en face à face doit être ultra développée, parce qu'aujourd'hui le consommateur il recherche ce côté, tu sais, proximité avec la force de vente, avec une personne physique. Tu vois, et non pas une force de vente, mais une personne juste physique, un être humain en fait, tout simplement. Complètement. Tu vois, parce que on est tellement dans un marché qui est sursaturé d'un point de vue online, d'un point de vue e-commerce, qu'aujourd'hui les gens, ok, on va tous, et moi le premier, regarder les comparatifs de prix sur Internet. C'est naturellement. Exactement, regarder que les sites e-commerce pour voir un peu ce qu'ils proposent, etc. Choper les informations, aller sur YouTube, repérer un peu les différents YouTubeurs qui vont nous faire des démonstrations produits ou des avis experts, etc. Tu vois. Sauf que derrière, là c'est juste ma propre phase de recherche. Ouais, moi, ce que je cherche derrière après, c'est d'avoir une rencontre en face à face avec un vendeur, un être humain, et que cet être humain puisse soit me conforter dans mon achat, soit m'apporter des compléments d'informations que je n'aurais peut-être pas réussi à récupérer par moi-même. Donc, vu qu'aujourd'hui, nous, consommateurs, on a un panel de choix pour pouvoir récupérer des informations, aujourd'hui, le vendeur, le conseiller de vente, doit être d'autant plus un expert dans son domaine. Ça, je te rejoins. Mais une chose est sûre, c'est que si on avait en face de nous que des experts, forcément on irait à la rencontre de ces experts-là. Mais comme c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, d'où l'importance, tu vois, de mettre en place des formations. Alors là, on pourrait dire que je suis en train de prêcher ma paroisse, mais là, on est vraiment juste sur du bon sens, c'est de la logique. On doit absolument, dans la stratégie des entreprises, inculquer auprès des entreprises la possibilité de former les collaborateurs dans leur montée en compétences. Et tu vois, aujourd'hui, nous deux, on s'inscrit dans cette démarche. On est dans l'accompagnement des entreprises, des gérants, des collaborateurs, des forces de vente, etc., pour les amener à développer leurs compétences et à suivre, surtout après derrière, les entreprises, que c'est un sujet sur lequel on est parfaitement d'accord, l'accompagnement des entreprises, de suivre les entreprises dans le temps pour pouvoir suivre l'évolution du chiffre d'affaires des entreprises.
en complémentarité de l'évolution des compétences des collaborateurs. Ouais, complètement. Et donc de transformer les entreprises actuelles qui ont déjà des compétences en compétences exceptionnelles pour se démarquer et faire vivre une expérience consommateur efficiente. Exactement. D'où le sujet, encore une fois, d'aujourd'hui, tu vois. Ça pourrait être très, très intéressant qu'on puisse avoir votre vision directement dans les commentaires et voir un peu qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme concordance entre ce que Ulrich peut dire, ce que je peux dire et ce que un consommateur juste particulier classique pourrait au final avoir en termes de vision, mais juste avec une vision non pas entrepreneuriale, mais uniquement de consommateur. Je veux juste qu'on fasse un parallèle, ce qu'on l'a abordé rapidement, sur le fait de suivre des formations de terrain. Ouais. Ça faisait partie de l'une des questions, là, je reprends juste mes notes. Ouais. Peut-on suivre des formations terrain et pratiques sans jamais avoir eu de formation théorique? Ouais. Là, sur cette partie-là, on était alignés. Ouais, on était alignés. Alors, tu sais quoi, vu que je parle beaucoup, je vais te laisser quand même prendre la parole un peu, parce que moi, c'est une pipelette. Hein. Cette notion de l'apprentissage sur le tas, l'apprentissage terrain est juste fondamental en fait. Et quels que soient les métiers, aussi bien côté artisanat, aussi bien côté commerce, à tous les niveaux, même dans l'hôtellerie-restauration. D'ailleurs, bien souvent, c'est aussi pour ça qu'on amène à avoir des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage. C'est justement le moyen, en tout cas, d'amener les personnes, les collaborateurs, à exprimer, identifier leurs talents, leurs pratiques et justement les accompagner sur du concret, sur des tâches précises à réaliser pour que justement ils puissent demain se dire ok, ça c'est le métier que j'ai envie de faire ou pas faire. Donc pour moi les formations de terrain, elles sont il y a différentes manières de les amener. Oui, voilà, on pourra en discuter, mais elles sont plus qu'essentielles. Alors c'est sûr que là je vais prendre le temps de parler de moi un petit peu, mais moi par exemple je suis rentré dans la distribution alimentaire, j'ai appris sur le terrain ce que ça voulait dire mettre en rayon, ce que ça voulait dire répondre aux besoins des clients, d'être en proximité avec les clients, et ça j'avais 19 ans. Donc aujourd'hui, j'ai emmagasiné un certain nombre de choses, un certain nombre d'expériences, et c'est par le terrain en tout cas que je me suis approprié tout ça. Et aujourd'hui, dès l'instant que j'accompagne une entreprise, un dirigeant, un collaborateur, un manager, c'est toujours du retour d'expérience que je vais pouvoir lui amener pour justement partager avec lui ce que j'ai acquis, la manière dont je l'ai acquis, et puis lui transmettre de la même manière cette approche. Ouais, et c'est ton expérience qui lui donne du sens en fait dans toute cette partie de coaching que tu peux avoir au final. Complètement. C'est ce qui lui permet en tout cas de vraiment d'intégrer les pratiques qu'on va faire ensemble et que ça reste pas du théorique en fait. C'est ça. Tu vois, moi j'ai été formateur dans différents dispositifs de formation, hors des niveaux, tu sais, BEP vente, bac pro vente, etc. Okay. Et pourquoi j'ai choisi en fait aujourd'hui d'adopter une stratégie plus orientée entreprise, accompagnement dans les entreprises, c'est parce que en tant que formateur, j'ai été formateur référent en fait dans différents dispositifs de formation, donc qui duraient entre 8 mois et 16 mois, tu vois, donc des dispositifs plus ou moins longs quand même. Et il y avait une énorme problématique de contextualisation. C'était difficile de faire prendre du sens. Tu sais, tu parlais de la grande distribution alimentaire. Tu disais que tu avais appris sur le terrain, en mettre en rayon. Alors tu as parlé des 5B, tu as parlé des 4P, tu as parlé au final de facing, machin, de positionnement tarifaire, positionnement de produit, pardon, excuse-moi, etc., etc. Et tout ça, c'est de la théorie. Ouais. Et cette théorie-là, alors, certes, c'est bien d'avoir de la théorie. Sauf que derrière, est-ce que c'est plus facile pour l'apprenant de mettre du sens le jour où il est réellement en entreprise? Je ne pense pas. Ça l'aide, ça l'accompagne, on va dire, mais c'est pas ça qui va faire que ça va prendre du sens. Alors que le fait d'agir directement dans les entreprises, tu me prends une personne qui n'a jamais fait de commerce. Ouais. D'accord? Et j'ai déjà formé des gars qui étaient des néophytes purs et durs, hein. Attention, hein. Les gars, c'est des néophytes, ils ont leur première expérience dans un commerce. Ils ont dit, allez, vas-y, ça me tente, je vais me lancer. Ouais. On a un peu tous commencé comme ça dans le commerce d'ailleurs. Ça me tente, ça a l'air sympa, j'aime bien le contact client, donc je vais rentrer là-dedans. Et donc le gars a aucune notion théorique. Tu vois, il a eu la chance d'avoir une entreprise qui lui a ouvert les portes pour dire, écoute, viens, on va te former en interne, quoi. Et tu te retrouves face à un jeune homme comme ça, qui a toute la niaque, toute l'envie, mais qui n'a aucune connaissance théorique. Derrière, vu qu'on est sur des sessions de coaching individuelles où on est collé à la force de vente, à ce mec-là,
derrière, ça te permet d'analyser en temps réel sa pratique professionnelle, de pouvoir contextualiser, mais via du concret. Ça vient de se passer à l'instant. Ouais. Et donc derrière, de pouvoir faire un rapprochement théorique, mais sans obligatoirement verbaliser la théorie. Tu vois, moi, quand je parle de découverte des besoins clients, je suis pas en mode... bon alors, il y a les motivations d'achat qu'on appelle le SONCAS, l'acronyme. Non, tu vois, on n'est pas là-dedans. Ça, c'est chiant à entendre, c'est chiant à apprendre. On est plus dans, voilà, tu viens de faire quoi là? Ouais, en fait, le gars, il m'a dit que il voulait, je sais pas moi, un téléviseur, et le téléviseur, lui, ce qui était important, c'était la qualité d'image, le rapport qualité-prix, et aussi la durabilité dans le temps. Tu vois, le gars, il te donnait 3 informations. Et via cette information-là, après, tu fais un rapprochement avec le SONCAS, mais une fois qu'il a parfaitement compris comment hiérarchiser les motivations d'achat de son client, tu vois, et derrière pousser la recherche des besoins, etc. Tu vois. Donc ça, la formation théorique, ça pourra jamais te l'amener réellement. Ou en tout cas, ça peut te l'amener, mais d'une manière extrêmement chronophage. Exactement. Ouais. Alors que sur l'opérationnel terrain, t'es sur 1 jour, 2 jours, 3 jours de formation à tout casser, et encore 3 jours, c'est sur plusieurs collaborateurs, et derrière, t'as une efficacité, mais qui est incroyable. Non, c'est clair. Tu sais, là, chez l'opticien, là, que je te parlais tout à l'heure, en 1 jour et demi de formation, j'ai eu des résultats qui ont été, sans exagération, 10 fois plus probants qu'en 8 mois et demi de formation en salle. C'est quand même qu'il y a un sujet. Ouais, carrément. Et puis l'avantage aussi à le faire sur le terrain, c'est que tu intègres vraiment l'ensemble des acteurs du magasin ou de l'entreprise, quoi. Aussi bien les managers, les dirigeants, tout dépend un petit peu le positionnement qu'ils peuvent avoir. Parce que le dirigeant, bien souvent, est le manager de proximité, tout dépend de la structure, le type de structure. Mais en tout cas, ça te permet vraiment de personnaliser sur des cas concrets et puis d'analyser, faire du retour d'expérience sur du concret. Les managers, je permets de partir sur une autre question au final. Là, on parle de programmes de fidélité. Sont-ils toujours pertinents dans un paysage commercial en constante évolution? En fait, je pars sur cette question parce que tu me parles des managers et que pour moi, en fait, les deux, tu vois, le manager et cette question-là, j'ai l'impression qu'ils sont liés, mais ça, c'est plus son expertise. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, ça fait partie. Ça fait partie. Ok, d'accord. Donc sur la partie, c'était la question sur les programmes de fidélité, c'est ça? Ouais, tout à fait. Les programmes de fidélité sont-ils toujours pertinents dans un paysage commercial en constante évolution? Alors, donc oui, à ça, ouais, et à ça, on était pareil, on était tous les deux en phase, en disant que oui, en fait, que le reste pertinent dans un paysage commercial. Par contre, les effets vont vraiment dépendre, et pour faire le lien, pourquoi t'as fait le lien, vont vraiment dépendre de notamment toute la démarche qui va être amenée par les managers en fait. Ouais. C'est-à-dire que comment faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs restent engagés vers le client. Et ça dépasse le fait d'être de la satisfaction client est un sujet, mais c'est vraiment comment je vais me positionner moi en tant que collaborateur et m'engager vers le client. Et ça, c'est de la responsabilité des managers. Alors, quand tu parles de manager, juste pour préciser aux auditeurs, tu parles de manager rayon, tu parles de directeur, tu parles de gérant d'entreprise? Je parle des 3, mon capitaine. Ok. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la structure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des entreprises où effectivement, il y a différentes strates managériales et donc le dirigeant est éloigné, on va dire, du terrain. Et c'est naturel et c'est normal et il n'y a pas de sujet là-dessus. Et puis tu as les entreprises qui vont être plutôt sur des effectifs entre moins de 5 personnes ou 10 personnes grand max, où le manager, le dirigeant, va être aussi le manager de proximité. Okay. Donc c'est à lui de montrer l'exemple, c'est à lui de montrer comment il est engagé vers le client. Ce ne sont pas juste des chiffres en fait, c'est pas que des données, c'est vraiment de la relation client, comment être orienté client. Et derrière la notion de programme de fidélisation, moi j'intègre vraiment cette notion de orientation client. Pour moi, fait partie du programme de fidélisation. Indéniablement. C'est pas que de la carte de fidélité, tu vois. Voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on parle de programme, c'est tout ce que je mets en place pour fidéliser mon client. Donc c'est pas que des supports, c'est pas que des moyens pour justement amener à travers une carte de fidélité ou à travers des challenges. C'est vraiment pas ça. C'est pas que ça. C'est vraiment tous les éléments, tous les outils que je vais amener pour, encore une fois, me différencier de ma concurrence, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, c'est au manager d'amener ces notions-là, de rester centré sur l'orientation client. Moi, tu vois, j'ai des clients qui me disent à chaque fois, quand je les vois, chez moi, ce qui est important, c'est le client. Ouais, ok. Ouais.
Ça marche. Donc, jusque-là, je peux être que d'accord avec vous. Maintenant, comment cette valeur, le client, est visible dans votre magasin? On va aller faire le tour ensemble. Il y a débat, il y a discussion, parce qu'en fait, on peut se rendre compte qu'il y a différentes interactions et que ces interactions, au final, elles sont pas si orientées client que ça, en tout cas pas jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet, en tout cas, de rester centré autour du client, être orienté client au quotidien, et c'est pas évident. Par contre, ça veut dire effectivement être à l'écoute, ça veut dire innover, ça veut dire intégrer les nouvelles générations aussi dans son parcours client, ça veut dire plein de choses en fait. Ouais. Donc au final, tu vois, par rapport à la question sur le programme de fidélité, si c'était toujours pertinent, en fait, on était d'accord tous les deux pour dire comme quoi ce n'était pas pertinent aujourd'hui. Mais ça reprend en fait l'ensemble des indicateurs en fait que tu viens de nous donner sur la partie managériale, qui est en corrélation avec la partie force de vente, qui est en rapport avec la partie programme de fidélisation, en rapport avec les opérations commerciales éventuelles qu'ils pourraient avoir, donc la stratégie de communication. En fait, il y a énormément de tous ces facteurs-là font en sorte que on soit sur un programme efficace de fidélité ou pas. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, il y a un travail encore, et tant mieux. Tant mieux pour nous. J'aurais tendance à dire. Tant mieux pour nous. Autant qu'on fasse un rapprochement avec aussi notre business. Voilà, c'est ça. Si nous, on peut créer de la valeur sur cette partie-là, ce sera bien évidemment avec plaisir. Là, mais voilà, on rigole, mais c'est vrai que tous les sujets qu'on peut aborder, c'est des sujets qui sont extrêmement importants dans la stratégie, la vision que peuvent avoir les entreprises aujourd'hui. Les entreprises ont besoin d'évoluer avec le marché. Alors attention, je suis pas en train de dire que vous n'évoluez pas avec votre marché. Je suis en train de dire tout simplement qu'il y a toujours une constante évolution à avoir. C'est pas parce que vous avez une évolution sur un instant T que vous êtes à jour. C'est ça. Se mettre à jour, en fait, c'est un travail qui est au quotididien. On est d'accord là-dessus? Exactement ça. Ouais. Donc en fait, nous, dans ce qu'on peut proposer, si on fait un peu de promotion de notre société, pas folle la guêpe, c'est quand même d'accompagner les entreprises dans cette évolution perpétuelle pour qu'on puisse nous aussi s'inscrire dans la même dynamique que nos clients. Comme si on faisait en fait partie de l'entreprise. Exactement. Concrètement, c'est ça. Et suivre l'évolution en fait des entreprises grâce à nos formations, nos coachings, nos accompagnements. J'aime bien les appeler accompagnement plutôt que formation et coaching. Ça fait très scolaire quand on dit formation et coaching. Donc plutôt accompagnement. Et d'ailleurs, tu sais que c'est quand je suis en rendez-vous commercial avec des prospects, c'est exactement ce que je leur dis. Je leur fais en fait, je me positionne j'ai le droit de refuser ou d'accepter. D'accord. C'est-à-dire que je leur dis, si toi aujourd'hui prospect, tu me dis, je veux qu'on fasse du one shot, toi et moi, je vais te dire non. Je vais te dire non et c'est moi qui vais refuser le contrat. Si par contre tu me dis, on va s'inscrire dans une dynamique ensemble, on va faire des formations, coaching, accompagnement, je mets tout entre guillemets, d'une manière stable et pérenne, à partir de là, je vais te dire, ok, là on va pouvoir travailler ensemble. Je rejoins totalement là-dessus. Et tu vois, je pense que c'est aussi ça qui fait notre valeur ajoutée. J'ai croisé beaucoup d'entreprises, sans remettre en cause bien sûr leur travail, qui fonctionnaient beaucoup sur du one shot, sur du volume, et en montant au final cette société ensemble, c'est de sortir en fait de ce one shot et uniquement de s'inscrire dans l'accompagnement. Je veux faire partie en fait limite des murs, tu sais, de l'entreprise que j'accompagne. Du début à la fin. Carrément. Donc tout ça pour répondre à la question, oui, les formations pratiques ultra importantes. Exactement. Et pas besoin d'avoir de théorie. Et pour faire le rapprochement après avec le côté pertinence des programmes fidélité, en fait c'est un travail en continu qui nécessite un travail en collaboration soit avec des prestataires externes, soit internes, peu importe, mais d'être en évolution perpétuelle pour pouvoir s'adapter à ce marché qui est en constante évolution. Ouais, concrètement. Ça fait un beau résumé, non? Ça fait un bon résumé. Bravo. Bon écoute Ulrich, je pense qu'on a répondu aux 5 questions. Alors bien sûr ça nécessiterait beaucoup plus de temps pour pouvoir rentrer en profondeur dans le sujet. J'espère en tout cas qu'on a été quand même un minimum clair et que les informations que vous avez reçues n'étaient pas trop lourdes à digérer et très claires surtout pour vous. Ce que je te propose, est-ce que tu pourrais nous faire à tous une conclusion assez succincte de tout ce qu'on a pu aborder et avec ta propre vision bien évidemment. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est que l'expérience client en tout cas n'est pas qu'une simple transaction, c'est aussi une culture dans les entreprises, une culture orientée client. Et ça c'est pas évident à mettre en place, ça prend du temps, mais c'est surtout ça prend du temps, mais c'est essentiel en tout cas pour
pour amener à votre entreprise à développer son business, sa rentabilité et de façon durable. Que cette expérience client, elle soit en ligne ou physique. En tout cas, c'est pas l'une ou l'autre, c'est vraiment un mix des deux et une complémentarité des deux qui vont effectivement offrir au client finalement une expérience vraiment efficiente et une expérience globale par rapport à la marque en tout cas. Dans nos accompagnements, on est vraiment là pour accompagner dans la durée. Et donc c'est ce qui nous intéresse et c'est avec ça que c'est ce qui nous anime en tout cas. Et donc c'est comme ça qu'on souhaite vous embarquer et vous accompagner durablement. Eh bien écoutez, ce sera la phrase de frein, je n'arrive même pas à le dire. Ça sera la phrase de fin. En tout cas, on vous remercie énormément d'avoir suivi ce premier podcast dédié donc au sujet l'expérience consommateur est-elle importante et capitale? Je pense que la réponse au final est oui. Ça aurait été bête que ça soit non. Non, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain. Je vous invite à laisser un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans les commentaires, je vous invite à nous mettre des propositions de sujets pour qu'on puisse faire un peu le tri là-dessus et éventuellement choisir un sujet qui vous intéresse. En tout cas, passez une excellente fin de journée, fin de soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ça, mais passez un beau moment après ce podcast. Et je vous dis à très bientôt dans le sens du business. À bientôt.